Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la mini-série Les héros de la persévérance. Je suis Martine Rioux, rédactrice en chef de l'École branchée, un média dédié au développement professionnel des enseignants du primaire et du secondaire à l'ère du numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Astrid qui va co-animer cette série avec moi. Bonjour Marie-Astrid. Salut Martine et merci pour cette belle introduction. Donc, je suis Marie-Astrid Dubon, directrice générale de Cybercap et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet hyper passionnant, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'éducation. On en parle beaucoup en ce moment. Évidemment, l'IA ouvre la voie à un apprentissage plus personnalisé et adapté aux besoins de chaque élève, tout en les préparant aux réalités du numérique. Les méthodes pédagogiques évoluent très rapidement à un rythme vraiment soutenu et nous avons la chance d'en discuter avec nos invités aujourd'hui. Et on va garder un petit peu le suspense. On ne vous présente pas nos invités tout de suite. Avant de les rejoindre, on va en discuter un petit peu, toi et moi, Marie-Astrid. Donc, justement, comment toi, tu vois l'impact de l'intelligence artificielle en éducation aujourd'hui? Écoute, moi, je le vois sur deux volets. Nous, chez Cybercap, on a deux programmes. On a un programme pour les jeunes qui sont hyper éloignés du marché de l'emploi, avec des parcours atypiques, on va dire non linéaires. Puis, on est dans les écoles primaires et secondaires. Donc, la cible est différente, puis je pense que les besoins sont différents. Nous, pour nos jeunes ici en programme d'insertion socio-professionnelle, on voit vraiment l'intelligence artificielle comme un levier d'inclusion. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils viennent chez nous, ils savent des fois pas programmer, pas utiliser un clavier. Ils ont des bases, des fois, de design, etc. Puis, on leur apprend encore une fois les bases. Il faut toujours avoir la base. Hein. On ne peut pas dire, allez, hop, je te mets l'intelligence artificielle dans les mains, puis tu vas y aller. Oui, il y a des prérequis quand même. Il y a des prérequis. Puis, tu sais, quand ils font du design, de la programmation, il faut qu'ils connaissent les bases. Sinon, ils n'auront jamais aussi loin de leur capacité, de leurs possibilités. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand ils utilisent l'IA, en ayant les bases, ils vont beaucoup plus loin. Ils peuvent laisser leur créativité jouer. Puis pour nos jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, l'intelligence artificielle devient vraiment un outil pour les aider à concrétiser le prompt pour faire la programmation. Avant, il fallait l'écrire. Maintenant, ils peuvent faire un prompt. Exactement. Donc, on le voit vraiment comme un super beau levier d'inclusion. Puis, il faut le garder positivement parce que, évidemment, avec l'arrivée de l'IA, la fracture du numérique va encore plus se creuser. Surtout pour les jeunes qui sont très éloignés, qui n'ont pas l'outil du numérique dans les mains. On le voit, on l'a vu dans des rapports de l'UNESCO, etc. Fait que c'est super important de donner cette chance-là à tous et à toutes et de le voir comme un levier d'inclusion. Puis pour les jeunes déjà du primaire, du secondaire, puis je te dirais même pour les enseignants, on le voit vraiment aussi comme un outil où il faut qu'ils se l'approprient. Puis il faut vraiment amener, comme le numérique, il faut amener l'intelligence artificielle de manière intelligente, de manière éthique, mais il ne faut pas l'ignorer. De manière humaine aussi. De manière c'est humaine. Ça, dans le fond. Exactement. Oui. De manière humaine, il faut pas l'ignorer et faut bien leur apprendre à l'utiliser. Puis il faut pas le voir, ils vont tricher. Il y aura toujours des jeunes qui trichent avec ou sans intelligence artificielle. Donc il faut le voir comme une fois positif parce que ça va faire partie de leur vie. Mais de toute façon, c'est là. Puis, on peut pas se mettre la tête dans le sable puis faire comme si ça n'existait pas. Donc, vaut mieux y penser, réfléchir puis développer des bonnes pratiques autour de l'IA. Là. Puis, je sais pas, toi, tu vas me parler un petit peu justement au niveau des enseignants parce que ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas de transition pour eux. C'est comme let's go, il faut y aller, il faut l'utiliser. Fait que vous, comment vous le voyez chez École branchée puis comment vous l'amenez peut-être auprès des enseignants? Bien, c'est sûr que chez les enseignants, il y a beaucoup de questionnements là, en ce moment. Justement, on parlait, tu abordais, ça prend des bases avant d'aller vers l'intelligence artificielle. Bien, avec le personnel enseignant, il y a aussi des questions. Certains, on sait qu'ils ne maîtrisent pas le numérique tous également. On voit des enseignants qui vont aller qui vont sauter à pieds joints dans l'IA, d'autres qui sont un peu plus, je dirais pas réfractaires, là, plus réticents ou c'est ça, qui vont être hésitants. C'est peut-être le bon terme. Nous, à l'École branchée, on est vraiment là pour les accompagner. Puis, on accompagne vraiment beaucoup de milieux, là, des milieux scolaires d'un peu partout, même au Canada, francophone. Puis, on voit que partout, c'est les mêmes enjeux. Il n'y a pas un milieu où c'est différent. Mais ce qu'on dit, c'est vraiment de bien réfléchir à pourquoi on l'utilise, quel usage on veut en faire, jusqu'où on est prêt à aller avec l'IA. On voit de plus en plus des enseignants qui vont l'utiliser pour les aider à générer des activités pédagogiques, des idées d'activités pédagogiques. Parfois, ils ont un enseignant que ça fait plusieurs années qui est devant une classe peut avoir l'impression de refaire toujours les mêmes activités année après année. Puis il y a un enseignant dernièrement qui me disait
j'ai questionné une IA pour avoir de nouvelles idées de projets à faire avec mes élèves, puis j'ai vraiment aimé ce que ça m'a donné comme résultat. Donc, je pense que ça amène des nouvelles possibilités comme ça. Puis, ben, les enseignants n'ont pas besoin de tout savoir, de tout maîtriser dans les technologies avant d'en discuter avec leurs élèves. Puis je pense qu'ils doivent développer une forme d'ouverture pour en parler avec les jeunes. Puis c'est pas nécessairement d'amener leurs élèves à aller sur l'ordinateur, faire des projets d'IA. C'est plus de développer l'éthique, la conscience du numérique, de questionner des résultats aussi d'IA générative avec eux. L'esprit critique, c'est ça. Depuis le début de l'année, là, mes collègues m'entendent dire 2025, c'est l'année de l'esprit critique, mais je vais le redire encore parce que je pense que c'est vraiment ça que ça l'amène, l'IA, comme compétence à développer. Tu sais, c'est même pas une compétence technologique ou numérique, là, mais c'est l'esprit critique qu'il faut développer par rapport à l'IA. Tu sais, ça va englober la désinformation, les biais de l'algorithme. Tu sais, ça va faire réfléchir aux jeunes que ce qu'ils voient sur les médias sociaux, c'est peut-être pas forcément la vérité. Fait que, tu sais, ça amène des beaux sujets de conversation. Oui. Puis là, la thématique, c'est la persévérance. Comment toi, tu le vois justement comme un outil de persévérance scolaire? On voit, tu l'as dit avec les enseignants, ça leur permet d'être peut-être plus créatifs sur un sujet qui est redondant pour eux chaque année. Est-ce que tu vois pour les jeunes, je vois qu'au ministère de l'Éducation, ils sont en train de faire un outil pour déterminer le décrochage scolaire avant même que le jeune décroche grâce à l'IA. Ça peut aider la persévérance scolaire. Est-ce que tu vois d'autres outils? Bien, je pense que ça amène un renouvellement dans les pratiques pédagogiques, de faire autrement, d'aller plus en apprentissage par projet, d'aller plus développer des compétences transversales, comme on a parlé de l'esprit critique, mais c'est la créativité, la collaboration, la résolution de problèmes. C'est toutes des compétences que l'IA peut, en touchant des projets d'IA, ça peut amener à développer ces compétences-là. Je pense que ça permet de développer des projets plus engageants pour les jeunes. Puis, en étant plus engagés, on est plus motivé à l'école. Et donc, par défaut, ben, je pense que ça aide à diminuer les enjeux là, de décrochage ou de persévérance scolaire. Je pense que l'idée, c'est plus globalement l'éducation en tant que telle, d'offrir un milieu stimulant aux jeunes puis des projets le fun et actuels. Je vais te dire en tant que maman d'une jeune au primaire, que c'est personnel, mais je vois aussi l'IA comme outil. Là, il y a la Khan Academy, Khan Amigo qui ont développé un super mentor ou un adjoint à l'enseignant, mais ça va peut-être permettre aussi à l'enseignant d'être plus proche de ses élèves, moins dans la correction, moins sûrement dans l'administratif pour être vraiment avec l'humain. Fait que de le voir aussi, ça va aider la persévérance scolaire s'ils sont à côté des jeunes, puis ils surmontent les défis ensemble. Bien, c'est ça, je pense que ça libère, ça je l'entends, justement, ce que tu dis là, ça libère du temps des enseignants qui ont plus de temps à consacrer à intervenir ou à accompagner les jeunes qui sont plus en difficulté ou qui ont des enjeux particuliers. Ils passent moins de temps à juste faire de la planification puis de l'organisation. Si un enseignant passe seulement 1 heure à préparer toute sa planification plutôt qu'une journée, bien, il y a quand même du temps libre pour aller plus... Puis même, tu vois, au niveau de la transition, quand il y a un enseignant qui doit partir en vacances ou il y a un qui part puis qu'il y a un nouvel enseignant, tous les plans d'intervention qui existent dans les classes maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont diagnostiquées en amont, donc que l'enseignant rapidement voit le dossier de Viviane, c'est ma fille, ben là, ok, c'est ça sur lequel je travaille, puis c'est moins lourd peut-être aussi pour les aider, fait que l'IA peut être vraiment positif. Oui, ça amène vraiment plus une transmission du savoir aussi là, entre chacun. Puis, ben dis-moi, Marie-Astrid, chez Cybercap, en fait, vous travaillez vraiment à intégrer l'IA. Tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est quoi les défis majeurs là, que tu rencontres dans les démarches et les projets là, que vous menez? Je pense que le premier défi, c'était de réaliser quelle place on avait à jouer en tant qu'organisation pour amener l'IA en place. Et ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y en a qui vont le faire mieux que nous? Est-ce qu'on a les aptitudes? Est-ce qu'on a les compétences? Comment on devrait l'amener? Comment on respecte le guide aussi du ministère de l'Éducation? Parce qu'il y a un cadre qui est mis en place. Donc, il y avait vraiment une réflexion de notre rôle à jouer, de soutenir aussi les enseignants. Ce qui est le fun, c'est que nous, on est dans le cursus scolaire, fait qu'en même temps, l'enseignant, c'est un double impact. L'enseignant peut bénéficier aussi de ce qu'on apporte et à quel enjeu on veut répondre. Parce que l'IA, tu peux autant le faire d'une manière très fun, créative, mais nous, on a décidé de prendre l'angle plus éthique.
OK. Donc, comment tu utilises les outils d'une manière éthique? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Comment tu le maîtrises bien? Puis nous, ça fait un bon lien aussi avec la citoyenneté à l'ère du numérique et cybersécurité. Puis tout ce qui est, encore une fois, ce qu'on met sur les médias sociaux, puis ce qui peut être généré par l'IA et que c'est pas vrai, les filtres, la voix, et que ça nous apporte plein de sujets, ça fait un bon lien. Je pense que ça l'amène vraiment, ça jette les bases, là, ça C'est revient à ce que tu disais au départ, mais ça jette les bases avant d'aller plus loin. Il faut quand même réfléchir, puis j'imagine que ça doit amener les jeunes à avoir une réflexion plus profonde sur comment ils utilisent les technologies en général aussi. Absolument, là. Ouais, c'est ça. absolument. Puis il faut qu'ils l'utilisent, il ne faut pas que ça devienne un ennemi. Puis fait que ça, c'était notre première réflexion. Puis notre deuxième, on n'est pas des experts de l'IA. C'est nouveau. Ben, voilà. personne presque peut ne l'est. prétendre être un expert de l'IA en ce moment. là. Donc, on voulait s'entourer d'un écosystème qui pourrait valider. Puis, je te dirais, on a encore nos croûtes à manger. Vraiment, là, on était plus en période test. Pas dire que ce qu'on fait en classe, c'est un test, mais d'avoir la rétroaction. Ben, faut être en mode agilité, c'est ça. Fait que là, Amélioration continue. Exactement. Fait qu'on a la chance d'avoir des scientifiques de Wuban, par exemple, qui ont regardé notre contenu, qui l'ont validé. Puis, on fait le même exercice pour nos autres ateliers. Mais plus particulièrement, celui-là, on était très soucieux d'amener quelque chose de qualité. Puis, on va continuer à le bonifier, mais c'est ça notre approche. C'est de ne pas faire ce qui est déjà fait, très bien, de l'amener plutôt le côté éthique et de faire un lien après avec les enjeux en ligne, la citoyenneté du numérique, puis tout est interrelié finalement. Ben, c'est sûr que c'est ça, tout est dans tout, on le dit toujours. Là. Tout est dans tout. Puis, c'est quoi l'accueil qui est fait aux ateliers, en classe? Là? Écoute, c'est quoi les retours que tu entends des enseignants? Surprenamment, pour l'instant, c'est pas encore l'atelier le plus populaire. Et je pense sincèrement, c'est parce que aussi le ministère a sorti son guide en janvier. Oui, c'est récent quand c'est même. C'est récent, fait que quand même, il y a beaucoup d'écoles qui en ont profité. Bon, là, nous, on avait commencé l'année dernière à vraiment tâter le terrain, puis on voyait que les jeunes ne savaient pas faire un copier-coller. Fait que, tu sais, pour faire un prompt, faire copier-coller. Non, mais on part de là. Oui. Tu vois, le numérique, là, tu te rends compte la fracture aussi entre le privé et le public. Le copier-coller, c'était un défi. Fait qu'on a mis un cours de bureautique en place. Mais c'est ça permet de voir les fractures numériques existantes là, aussi, là, puis voir où il y a des lacunes, puis aller les combler. Là. Exactement. Voilà. Donc là, on veut voir, on a commencé le primaire, fait qu'on veut, on regarde au secondaire ce qu'il va falloir, puis réduire aussi entre le primaire et le secondaire, qu'on ne se retrouve pas avec encore plus de fossés, puis l'amener intelligemment, puis d'une manière très ludique pour les petits loups du primaire. Mais c'est ça, on a un retour positif, mais je pense qu'en septembre, c'est là où on va vraiment voir un intérêt, je pense, supérieur à ce qu'on a vécu pour le moment. Ben oui, puis ça revient un peu à ce que je disais au départ, c'est qu'il y a beaucoup de milieux où les enseignants étaient en attente là, du fameux guide du ministère, donc il se passait pas grand-chose dans certains milieux, même s'il y avait un intérêt. Maintenant que le guide du ministère est là, ben c'est vraiment un outil, ça devient un outil là, pour les écoles, pour se rassembler en équipe école, poser les bases de comment nous, dans notre école, on veut utiliser l'IA, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Donc, je pense que justement, ça va aider là, à s'organiser pour la rentrée prochaine. Oui, totalement d'accord. C'est toujours, il y a des nouvelles fonctionnalités à chaque jour, à chaque semaine. À chaque jour, tu as raison. Oui. Ben, merci, Marie-Astrid. Ça aide vraiment à mieux comprendre comment vous intervenez aussi dans les écoles. C'est fantastique parce que vous êtes vraiment là en complémentarité et les enseignants ont énormément besoin d'écoles branchées et je suis ravie que vous soyez répandus au Canada. Puis je vous ai même vu un peu à l'international. Que je pense que vous vous inspirez bien aussi pour nous amener le meilleur ici au Canada. On commence à rayonner un peu partout. Vraiment. Mais maintenant, pour aller un peu plus loin au sujet là, des activités de Cybercap et de l'impact que l'organisme a en classe, on va passer à notre premier invité de la journée. Donc, on va recevoir avec nous Alix, qui est formateur. On dit comme ça. Formateur dans les classes, qui va directement dans les classes pour Cybercap. On entre maintenant dans le vif du sujet. On va aller voir comment ça se passe en classe avec les activités de Cybercap. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Alix Jasmin-Morissette. Donc, bienvenue, Alix. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu c'est quoi ton rôle chez Cybercap? Parfait. Oui, je m'appelle Alix. Je suis formateur pour le programme Relève numérique chez Cybercap.
Relève numérique, c'est la branche de Cybercap qui est active dans les écoles, donc auprès des jeunes secondaires depuis 2018 et depuis cette année avec les jeunes du primaire également. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va en classe, on fait des présentations sur différents sujets qui sont en lien avec le numérique. On fait également des ateliers de création numérique. Puis le but ultimement de ça, ben, c'est vraiment de mieux outiller les jeunes avec cette technologie-là, parce que les jeunes connaissent beaucoup le téléphone, mais quand vient le temps justement d'interagir avec des systèmes un peu plus complexes, des ordinateurs, ben ça, c'est, on sent qu'il y a une lacune. Il y a quand même une fracture numérique entre les différents appareils utilisés. Puis là, concrètement, toi, est-ce que tu vas dans les classes animer des formations? Comment ça se déroule un atelier, là, par exemple? Décris-moi un petit peu là, comment tu arrives, comment ça se passe. Ça marche. Déjà, on a 3 catégories d'activités qui sont les présentations sur les métiers, les ateliers de sensibilisation à la citoyenneté numérique, à l'ère du numérique, pardon, et à la cybersécurité. Je m'excuse, c'est très long à dire, mais c'est des ateliers qui parlent justement plus des aspects éthiques et cybersécurité. Puis on a des ateliers de création. Donc, en gros, c'est des conférences et des ateliers. Les présentations, généralement, c'est bâti sur un modèle interactif et qu'on essaie d'aller chercher les jeunes, pas juste faire du magistral parce que ça marche plus aujourd'hui. Non. Hein? Même pour les adultes, la capacité d'attention, écouter quelqu'un parler, c'est plate aussi, on va se le dire. Fait qu'on essaie de bâtir des ateliers qui sont interactifs, on pose des questions, on va intégrer des jeux aussi. Beaucoup de ludicisation, je l'ai bien dit, oui. Qu'on a intégré depuis les 2 dernières années, parce qu'on a aussi un apprentissage à faire. On n'est pas des gens du milieu de l'éducation, on est plutôt des professionnels de l'industrie, beaucoup dans le milieu créatif. Donc ça, c'est pour les présentations. On parlait des métiers, des capacités du numérique. Donc ça, c'est vidéo, design graphique, modélisation 3D, jeux vidéo. Et les ateliers de création, ben c'est l'aspect pratique de ça. Donc on va avoir des ateliers de montage vidéo, des ateliers de modélisation 3D. Okay, où les jeunes ont vraiment les mains sur les touches à ce moment-là. Okay. Tout à fait. Puis on utilise des éditeurs en ligne qui sont gratuits ou qui ont un modèle style freemium. Donc ça, c'est que la plupart des fonctionnalités sont accessibles gratuitement, mais il faut payer pour les trucs un peu plus avancés. Mais généralement, pour les jeunes en classe, le gratuit fonctionne 100%. Ça, c'est autant pour contourner les difficultés d'installer des logiciels, de faire installer des logiciels sur les machines. On sait que c'est quand même un enjeu là, dans certains milieux. C'est ça. Puis aussi, ben, comme c'est en ligne, les jeunes peuvent l'utiliser à la maison après. Donc, il y a aussi une perspective de pas juste, on fait ça en classe pendant 4 périodes, puis c'est fini pour toi. L'idée, c'est d'allumer vraiment, allumer la flamme, susciter un intérêt chez les jeunes. Puis il y en a là-dedans qu'on voit que, oh boy, je savais pas que ça existait, je veux faire plus de ça. Mais d'utiliser des éditeurs en ligne, ça fait qu'à la maison, ils peuvent continuer. Exact. Continuer leurs apprentissages. Mais justement, tu l'abordes un peu, là, ça allume des étincelles chez certains jeunes. Comment ce programme-là de relève numérique contribue à la persévérance scolaire, selon toi? Ça vient motiver les élèves. Je veux dire, le niveau le plus basique, c'est on n'a pas de cours de français, on va faire du cybercap. Fait que ça leur donne un petit break pour ça. Désolé les profs qui nous écoutent. Réalistement, oui, ça vient susciter des intérêts. Il y en a des jeunes qui sont déjà un peu là-dedans. Mettons, ils vont installer Blender à la maison puis savent déjà faire de la 3D. Mais de le faire en classe, d'avoir des gens qui sont plus calés, en fait, qui viennent apporter leur expertise, bien là, ça permet aussi de répondre à des questions. Ça permet d'aller plus loin dans ce qu'ils connaissent déjà. Dans certains cas, c'est carrément comme « Wow, je ne savais pas que c'était possible. » Puis, ouais, je pense que j'envisagerais une carrière. C'est sûr que, bon, son secondaire, tout peut changer, mais au moins, ils savent que ça existe, ils savent que c'est là. Oui, je pense que c'est d'ouvrir les possibles aussi. Exact. Puis tu l'as dit, le fait que vous êtes des professionnels du milieu, mais toi puis les autres formateurs, peut-être que ça amène une perception différente de la part des jeunes. C'est pas un prof là, qui vient leur transmettre du savoir, c'est un professionnel, donc c'est quelqu'un peut-être qui connaît plus ça là, aussi. Oui, tout à fait. Même en cybersécurité aussi, je veux dire, les profs vont leur dire des affaires... comportement. C'est peut-être plus moralisateur des fois. Ouais, ça reste que, bon, tu sais, c'est le prof, il nous dit ça, tout ça, mais là, quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui répète exactement la même chose, avec même des fois des conséquences plus graves que le prof ignore, ben là, ça fait « Oh, OK, je vais faire attention ». Justement, on parle de la cybersécurité. Tu mentionnais là, qu'il y a des ateliers là-dessus. C'est quoi les principaux enjeux là, de cybersécurité auxquels toi puis les autres formateurs, là, vous sensibilisez les jeunes dans les milieux? C'est quoi que vous observez? Là? C'est sûr qu'il y en a plusieurs, puis on ne peut pas tout couvrir non plus. Principalement, on va leur parler de comment sécuriser leur compte, des bonnes pratiques pour les mots de passe déjà.
Puis toutes les questions d'authentification, donc comment sécuriser ses comptes, choisir des bons mots de passe, mais aussi comment bien gérer ces mots de passe, parce que depuis 2020, il y a eu une prolifération des plateformes diverses. Là. On est tous passés sur Zoom, sur Teams. On calcule qu'un adulte nord-américain moyen a environ une centaine de comptes à son actif, ce qui veut dire techniquement une centaine de mots de passe. On ne peut pas se rappeler de tout ça. Fait que pour éviter justement... Puis on ne veut pas non plus avoir 100 fois le même mot de passe. Exact, c'est pas du tout sécuritaire. Donc on leur donne des trucs aussi pour faire ça. Donc comment stocker des mots de passe, comment peut-être déléguer la gestion des mots de passe à des applications sécuritaires. Donc ça, c'est un des enjeux qu'on va aborder. La question de l'hameçonnage, l'ingénierie sociale en ligne, quand on reçoit des textos frauduleux, des courriels frauduleux, on le fait en mode jeu. Puis ça accroche chez nous. Ça doit très bien. Puis on voit que les jeunes sont quand même sensibles à ça. Mais ça permet quand même de développer, parce qu'il y a des affaires qui sont pas tout à fait sûres, ils ont des méconceptions des fois. C'est pas qu'ils ignorent, c'est juste qu'ils vont penser que quelque chose, c'est un signe de danger, alors que non, puis d'autres affaires super évidentes pour quelqu'un qui est là-dedans, mettons. Mais ça, ils vont complètement pas le savoir. Donc, ça marche quand même assez bien. Sinon, la gestion des informations en ligne. Qu'est-ce que tu mets en ligne? C'est ça. Le terme exact, c'est l'empreinte numérique. Oui, mais oui. Donc, c'est ça. C'est vraiment de comprendre que, en fait, tout ce qu'on met en ligne peut être récupéré. Donc, on fait une petite activité pour les professionnels du milieu qui nous écoutent, c'est du OSINT. Pour les personnes qui ne sont pas des professionnels, OSINT, c'est l'acronyme de Open Source Intelligence. En français, c'est du renseignement de source ouverte. Et en langage plus commun, c'est du stalking. Donc, on fait un exercice de stalking en ligne. J'aime la définition, c'est bon. C'est littéralement ça. Il y en a qui le font déjà. Mais c'est vraiment de leur faire se rendre compte que, les petites informations que je vais mettre là, mettons dans mon profil TikTok, puis dans mon Insta, puis sur YouTube, je peux tout aller chercher ça. Il y a des liens qu'on peut faire avec ça, puis je peux tous les ramasser, puis quelqu'un de mal intentionné pourrait se servir de ça. Mais c'est pas juste l'aspect acteur malveillant. Il y a aussi que, si tu publies des trucs un peu controversés en ligne, il y a d'autres personnes qui regardent ça, des employeurs potentiels, des partenaires d'affaires. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi au niveau de la protection de la vie privée. C'est ça. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui pensent qu'il n'y a plus du tout de vie privée, en fait. Là. Puis je pense que, au contraire, il faut peut-être défaire ça puis leur ramener que oui, tu as le droit quand même à avoir une certaine vie privée. Puis que tout ce que tu mets, par contre, peut avoir un impact plus tard. Là. Est-ce que tu veux que ton employeur ou tes profs à l'université voient tout ce que tu as mis en ligne? Là? Voilà. Puis, juste préciser que c'est pas juste l'impact négatif. On parle aussi de la gestion de la réputation en ligne, puis d'apprendre à se construire une belle réputation en ligne. Parce que oui, on peut devenir invisible, mais ce qui est bien aussi, c'est que, par exemple, les jeunes qui dessinent, tout ça, on les encourage à peut-être crée-toi un portfolio en ligne. Comme ça, si je... j'aime ça, c'est super, oui. C'est ça, si je google ton nom, puis je tombe sur ton profil sur ArtStation, puis je vois que tu dessines super bien, je vais avoir plus envie de t'engager. Tu sais, des jeunes qui sont plus dans le milieu créatif comme ça, qui vont faire ça peut être des courtes vidéos, mais du contenu positif, c'est très bien aussi. J'aime ça de l'amener sur l'angle de l'empreinte positive aussi, là, de commencer à se monter une réputation en ligne ou de mettre en valeur leur talent aussi. Là. Que ça, je pense que ça doit être quand même un angle qui doit attirer les jeunes dans le discours. Là. Oui, puis c'est ça aussi parce que tout le monde est sur Internet maintenant. C'est un peu inévitable de se retrouver avec une empreinte numérique. Donc, de tourner ça à son avantage, ça devient un positif à ce moment-là. Pour soi, pour les autres aussi, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, ça, les jeunes, des fois, ils ne pensent pas toujours, mais ce que je poste en ligne, c'est sur quelqu'un d'autre, je viens construire son empreinte numérique à cette personne-là. Donc, c'est de les sensibiliser à ces enjeux-là aussi. Oui, tous les croisements qu'il y a entre les plateformes. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'angle positif là, que vous prenez. Là. Oui, il faut faire attention aux dangers et à tous les effets négatifs, mais il y a aussi beaucoup de positifs, puis je pense qu'avec des ateliers comme ceux que vous offrez, ça permet d'aller tirer profit vraiment de tout ce beau-là qui peut sortir du numérique. Donc, merci beaucoup, Alix, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Parfait, ça me fait plaisir. Maintenant, je vais passer le relais à Marie-Astrid qui va discuter avec Vicky Martinez. C'est une participante du programme 16+ de Cybercap. J'ai le plaisir d'accueillir une participante du programme chez Cybercap, du programme d'insertion socio-professionnelle, Vicky. Vicky, bienvenue. Merci, Marie-Astrid. Vicky, j'aimerais que tu nous partages un petit peu
Avant ton parcours chez Cybercap, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises, est-ce que toi, tu avais eu avant des défis scolaires, des défis professionnels? C'était quoi, Vicky, avant Cybercap? Merci Marie-Astrid. Bon, c'est une bonne question. Moi, je suis Vicky, je suis d'origine chilienne. Donc, pour moi, peut-être mon meilleur défi, c'était l'immigration. Quand même, professionnel et académique, quand on arrive à un nouvel pays, c'est difficile de trouver sa place, comme continuer la même direction professionnelle qu'on avait ailleurs. Donc, quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à apprendre le français. J'avais une ouverture d'esprit aussi, qu'on me donnait la chance d'apprendre de nouvelles choses. J'ai travaillé plus avec la matière réelle. J'ai un bon parcours dans le textile. Donc, ici, avoir ouverte pour développer ma professionnalité dans l'environnement numérique, Oui. c'était une grande ouverture. Donc, moi, c'était le défi comme de laisser les idées qui te disent non, ça, c'est pas avec toi, c'est pas un lien avec ton parcours. Moi, je me suis dit, OK, je vais prendre cette opportunité et on va nous laisser aller. Mais je trouve ça super impressionnant que toi, tes défis, tu n'as même pas l'apprentissage de la langue. Parce que j'imagine qu'au Chili, on ne parle pas français. Bien sûr. Et ça fait combien de temps que tu es au Canada? 5 ans. Ça fait 5 ans, puis tu parles vraiment bien le français. C'est tellement une langue difficile Oui, à apprendre. mais je suis contente. Oui, oui, parce qu'une nouvelle langue, ça t'ouvre, on dirait que des nouvelles parcours, des idées, etc. De nouvelles perspectives. Exactement. Ouais. Donc, Puis moi, je connais ce que tu fais chez Cybercap. Mais l'autre chose que je trouve surprenant, c'est qu'à la base, en tout cas, ce que tu es en train de décrire, c'est que tu es une artiste. Tu touchais le textile, le design. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Cybercap? Pourquoi tu es venue chez nous? Qu'est-ce qui t'a... parce que quand j'avais déjà vu, c'était comme un art plus l'écriture, le textile, quand travailler dans les métiers artisanaux. Donc, vraiment slow art, comme on peut dire. Mais quand on travaille avec les textiles, c'est un travail vraiment lent. Ça prend du temps, ça peut prendre 3-4 mois un t-shirt ou un tissu de, je ne sais pas, 70 cm. Donc, moi, j'ai beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. Et ça ne me permet pas d'aller trop loin avec les textiles. Ouais. Je ne peux pas dessiner une grande idée dans un textile, ça prend du temps. Donc, ma recherche numérique, c'était un lien de ça, comme commencer à explorer un nouvel univers créatif. C'est pas facile de trouver ça. Alors, je pense que l'expérience numérique, ça m'a dynamisé mon exploration intérieure artistique aussi. Ah, c'est super, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement dans ton parcours? Est-ce que c'était le début, le milieu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ça peut être les gens aussi, pas juste l'outil? Oui, on vient de parler de ça avec mes collègues. Je pense que Cybercap m'a donné comme une ambiance de beaucoup de confiance et de courage aussi. Comme crois en toi, crois en tes idées. Et nous ont donné comment utiliser même le langage de programmation. Je n'avais jamais touché ça. Et aujourd'hui, je suis capable de faire un chatbot avec des idées créatives, vraiment personnelles peut-être, mais quand même pour les partager. Avec les gens. Donc, pour moi, ça, c'est Attends, c'est super impressionnant. C'est super impressionnant parce que tu es passé chez nous 6 mois. C'est juste 6 c'est mois. Cool. Ça passait vraiment vite. Ça passait vraiment vite. Puis le premier 3 mois, c'est plus de l'exploration. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as touché un petit peu à tout, du montage vidéo, de la 3D? Les vidéos, les 3D, l'illustration, beaucoup. J'aime ça parce que ça me permet d'explorer plus loin mes idées. Mais aujourd'hui, avec la programmation et l'intelligence artificielle, oh mon Dieu, c'est super rapide. Donc, on dirait que l'intelligence artificielle est au service de notre créativité, du développement de notre créativité. Donc, l'intelligence artificielle est au service de notre créativité.
Attends, ça, c'est vraiment fort. J'adore ce que tu dis. Donc, ça a été très positif pour toi d'acquérir ces outils-là. Est-ce que ça t'a permis aussi de persévérer dans ton parcours, de voir à quel point tu pouvais aller plus loin, justement? Oui, en ce moment, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup développé comme de nouvelles compétences. Donc, en ce moment, je suis à la recherche d'un mentor peut-être qui me peut guider avec toutes ces compétences où je vais travailler, où je vais profiter de toute cette créativité qui en est ici. Puis là, je tiens quand même à le nommer. Vicky a appris ça en 3 mois. Elle ne faisait pas de programmation en janvier et maintenant, elle fait des chatbots. D'ailleurs, vous pouvez l'embaucher à faire des chatbots créatifs. Puis je l'ai vu, le tien, il y a tout le côté marin derrière. Et ce que je trouve ça magnifique, c'est que l'intelligence artificielle, la programmation... Tu as fait un petit peu de cybersécurité aussi? Oui, j'ai fait mon cours de cybersécurité. Pour ma personnalité qui c'est plus créative, la cybersécurité c'est plus précise, mais ça m'a aidé. C'était la porte d'ouverture pour après être plus artistique. Attends. Il faut comprendre la base. Ok, continue là-dessus. La porte de la cybersécurité, ça a été celle qui t'a permis d'aller encore plus dans ta créativité et de t'ouvrir vraiment à une nouvelle perspective sur ce que ça pourrait être la programmation et comment tu peux mettre ta créativité au service de la programmation. C'est quand même exceptionnel. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? De la cybersécurité. Ton apprentissage, comment ça t'a ouvert une porte? C'est quand même, comme tu l'as dit, c'est très cadré, la cybersécurité. On pense aux hackers, on pense aux pentesters, puis toi, tu es une artiste à la base et tu as trouvé la cybersécurité, tu as ouvert une porte pour ta créativité. Dis-moi en plus. Moi, je suis sûre que je ne suis pas la seule hyper curieuse de savoir ce que ça veut dire. Comme on a déjà parlé, il faut apprendre la base. Et dans mon cours de Coursera de la cybersécurité, on apprend la base de comment ça fonctionne l'Internet, qu'est-ce qu'il faut protéger. C'est un grand domaine quand même. Et je suis des process là. Je dois dire que je n'ai pas terminé, pas encore mon Coursera, mais pour moi, c'est très important qu'est-ce que tu apprennes en Coursera avec la cybersécurité. Donc, il faut aller, pour moi, que c'est la première fois que je le touche, il faut aller lentement, mais comme j'ai déjà dit, ça m'a donné la base. Ouais. La base pour aller après plus loin, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la programmation, les différents langages de programmation comme Java, Python, Linux, etc. Et comment utiliser ce langage même pour la protection ou même pour aujourd'hui la protection écologique. Et c'est ça un peu la direction artistique de mon chatbot. Alors, on peut faire une protection de manière plus sérieuse, la cybersécurité, mais aussi de manière artistique. Je mettrai un lien comme les chants de la baleine. Pour moi, c'est comme un chat qui nous rappelle à la connexion avec la nature. On ne doit pas oublier quand on est devant l'écran qu'on est parti de la nature. Ouais. C'est ça. Donc, là, tu es en train de nous montrer que l'IA est au service de l'humain, finalement. C'est toi qui le domptes, l'IA, pour ta créativité. Même dans un chatbot. Exactement. C'est complexe l'idée, mais... Non, c'est impressionnant parce que je pense qu'on se fait une idée de l'intelligence artificielle qui est d'ailleurs pas un levier d'inclusion, justement, qui est juste réservé aux programmeurs, qui est juste réservé aux gens qui vont en université. Et là, tu es en train de nous démontrer que toi, en tant qu'artiste, l'IA était un outil pour apprendre la programmation et que tu sors d'un parcours en pensant que tu allais faire X, puis qu'en fait, tu découvres, tu as eu une nouvelle confiance en toi, tu as appris des nouveaux outils et ça t'ouvre une perspective d'avenir que tu n'avais pas il y a 6 mois. Exactement. Et moi, je trouve ça, ça nous touche beaucoup et c'est grâce à nos partenaires que ça, c'est possible, grâce à Service Québec, grâce à CyberEco qui nous a donné des bourses, Google pour Coursera, la Fondation Léger, fait que voilà, c'est des humains derrière et vous, ça vous ouvre un nouveau parcours de vie, des nouvelles perspectives, un avenir sûrement plus prometteur ou peut-être différent de ce qui aurait été possible avant Cybercap. Fait que là, tu es à la fin de ton parcours, Vicky. Je sais qu'il y a beaucoup de tristesse de cette fin de parcours, on me l'a dit.
Mais qu'est-ce que tu auras envie de dire à un jeune qui veut se joindre à Cybercap? Qu'est-ce que tu penses qu'il va en retirer? Qu'est-ce qu'il va apprendre ici? Beaucoup de soi-même, de comment ça fonctionne, sa créativité, et aussi avoir des bonnes relations avec ses collègues. Vraiment, pour moi, ça m'a beaucoup touché, et l'équipe, comme l'accompagnement personnalisé, ça m'a beaucoup touché. C'est ça qui m'a permis d'aller plus loin avec ma créativité, et je sais que je vais trouver ma cap. Oui, ça. dans Cybercap, on trouve son cap. Donc, oui, il faut vraiment venir ici. C'est une bonne chance. Oui. Bah, merci, Vicky. Merci à toi. On te souhaite beaucoup de bonheur. Je t'ai vu progresser ces 6 derniers mois et je suis sûre que tu as de belles opportunités qui vont s'offrir à toi. D'ailleurs, on a beaucoup de talents chez Cybercap. Il ne faut pas hésiter à prendre ces parcours plus atypiques, à prendre ces jeunes qui ont eu des difficultés et qui ont souvent décroché du cursus scolaire ou qui sont des nouveaux arrivants ici au Canada. Ils ont beaucoup à offrir, ils ont une persévérance qui est exemplaire, extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ces beaux talents comme Vicky, qui n'attendent que ça, de mettre leur créativité, leur apprentissage au service des entreprises. Merci beaucoup, Vicky. Merci à toi. Non, mais je veux revenir sur ce témoignage-là. C'est clair. Vraiment, Ouais. c'est comme... Je pense que c'est pour ça qu'on fait des programmes comme ça pour aider les jeunes puis les aider à progresser. Ouais. Mais merci, Marie-Astrid, de nous avoir fait découvrir Vicky. Je pense que c'est vraiment un témoignage, un coup de cœur qu'on a entendu là. C'était vraiment je dirais, très sincère. Là. Puis je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut faire la différence. On voit là, qu'il y a des programmes de sensibilisation, d'accompagnement des jeunes, peu importe la nature qu'ils vont prendre, ont un potentiel là, vraiment transformer le parcours des jeunes. Puis tu sais, c'est surprenant quand même de voir comment l'intelligence artificielle, comment elle le décrivait, comment ça a été une porte d'entrée pour sa créativité et que maintenant elle fait de la programmation et qu'elle arrive à jumeler les deux. Ah, tu l'inventes pas, quoi. C'est pour ça qu'il faut voir cet outil-là d'une manière positive et qu'il faut, il faut l'approprier. Moi, je dis toujours, l'intelligence artificielle remplacera pas l'humain, mais remplacera celui qui ne sait pas l'utiliser. Ouais. Donc Vicky est un bel exemple de maintenant elle sait l'utiliser, fait que ça va être à son service. Oui, ça la propulse plus loin aussi dans ses possibilités et tout. Là. Puis j'ai adoré quand elle a dit justement c'était au service de sa créativité. Là. Oui. Donc une personne déjà créative à la base qui peut tirer profit des outils pour aller beaucoup plus loin. Là. Donc c'est ça. Wow. Ouais, écoute, c'était hyper touchant moi aussi. Évidemment, je les côtoie tous les jours, mais de pouvoir s'asseoir avec eux et j'espère que les entreprises, les entrepreneurs vont voir que des fois, tu as eu un parcours différent. Des fois, tu n'as pas fini ton secondaire 5, mais tu as plein de belles choses à offrir. Puis, il faut que les jeunes, ils ont confiance en eux. Il faut qu'ils soient entourés de gens qui aient confiance en eux pour découvrir leur plein potentiel, pour qu'ils persévèrent, puis qu'ils aient envie de retourner à l'école, justement. Et que des fois, c'est ce petit coup de pouce, cet outil, cet humain qui va les aider. Ces héros de la persévérance. Oui. Puis je fais du pouce aussi là-dessus en revenant sur la discussion que j'ai eue avec Alix. Mais ils ont aussi besoin d'adultes qui vont aller les rencontrer, qui vont aller vers eux pour leur faire découvrir des possibilités. Parce qu'Alix me disait, parfois il y a des jeunes qui font wow, ils découvrent des possibilités et tout. Donc je pense que pour persévérer, ça prend un peu de tout ça, là, ça prend un mélange de tout ça. Et c'est pour ça que c'est Cybercap, École branchée, Cybercap plutôt, qu'on travaille ensemble. On n'est pas de trop pour ces jeunes, pour la jeunesse québécoise, pour soutenir l'éducation dans son ensemble. Évidemment, le ministère de l'Éducation fait un travail phénoménal, mais ça prend des acteurs externes aussi pour assurer que tout est comblé, tous les besoins sont comblés. Oui, mais comme tu disais, c'est important d'être complémentaires, tous les acteurs ensemble, puis on vient à couvrir un peu tous les angles qui doivent être couverts pour amener les jeunes à être plus compétents avec le numérique. Oui, puis félicitations pour ce que vous faites aussi. La plume que vous prenez pour assurer qu'il y ait une bonne transmission juste de l'information, offrir des outils à ces enseignants, peu importe où ils se trouvent, les accompagner. La francophonie a souvent moins de moyens, moins d'outils que les anglophones. Donc, c'est très, très important ce que vous faites.
Donc, vous aussi, persévérez. On va tous On va tous persévérer. Oui. Et merci, merci Marie-Astrid. On va Merci à toi, remercier Martine. aussi Vicky et Alex qui se sont joints à nous aujourd'hui. Donc, on se dit à une prochaine fois, je pense ça n'était que le début de cette série sur les héros de la persévérance. Donc, à la prochaine.